Quand elle me regardait dans les yeux, elle disait qu'elle m'aimait. Mais derrière ce regard, il y avait une personne que je n'ai jamais vraiment connue. Quand le masque est tombé, elle a tout fait pour m'entraîner avec elle. Mais, cette fois, je ne suis pas tombé seul. Elle pensait avoir gagné, mais elle a oublié le secret qu'elle m'avait confié un jour en pleurant. J'ai eu une relation de presque 4 ans avec Camilla. Il y a environ 6 mois, nous nous sommes fiancés et avions déjà fixé la date du mariage pour la fin de cette année. Nous nous sommes rencontrés à l'université au début comme amis et, avec le temps, notre relation a évolué jusqu'à ce que nous commencions à sortir ensemble. J'ai toujours pensé qu'elle était une femme centrée, douce et très intelligente. Quelque temps avant les fiançailles, nous avons décidé d'emménager ensemble. Et, dans l'ensemble, tout allait très bien, tous les deux avec des emplois stables, nos projets personnels avançaient, et tout indiquait que nous construisions quelque chose de sérieux. Mais, depuis quelques mois, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Camilla était plus distante, distraite, passait beaucoup de temps avec ses amis et, malgré le fait qu'elle ait toujours été très affectueuse, maintenant elle était froide et distante. Je lui ai demandé si tout allait bien, s'il y avait quelque chose qui la dérangeait chez nous, dans sa famille, ou autre chose. Elle a dit que c'était dans ma tête, que tout allait bien. Elle a affirmé qu'elle était juste stressée par les préparatifs du mariage et que, pour cette raison, elle se réfugiait auprès de ses amis. En partie, je l'ai cru. Après tout, organiser un mariage n'est pas facile, et il restait encore presque 10 mois. Elle a toujours été très minutieuse et perfectionniste, alors j'ai pensé que c'était simplement sa manière de gérer le stress. Pourtant, il y avait quelque chose qui me perturbait. Cette distance émotionnelle ne semblait pas être seulement due à la fatigue. Un samedi, elle m'a dit qu'elle allait au cinéma avec ses amis, qu'elle passerait l'après-midi ensemble, marcherait un peu, peut-être prendrait quelque chose avant le film. J'ai trouvé ça normal, rien de particulier. Elle est sortie de la maison vers 4 heures de l'après-midi. Pendant ce temps, j'ai décidé de préparer un dîner spécial pour quand elle reviendrait. J'ai pensé qu'avec un geste d'affection, elle pourrait se détendre un peu, se rappeler que nous étions ensemble dans cette aventure. Je voulais renouer avec elle, retrouver cette complicité que nous avions avant. Camilla est revenue vers 10 heures du soir. Elle souriait, de bonne humeur, a remercié pour le dîner, mais a dit qu'elle était très fatiguée et préférait aller directement se coucher. J'ai trouvé ça étrange. Elle prenait toujours une douche avant de se coucher. C'était une habitude depuis que je la connaissais. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'allait pas prendre une douche comme d'habitude, elle a lâché ses cheveux et c'est là que j'ai remarqué, ses cheveux étaient humides. Je suis resté figé. Ça m'a beaucoup perturbé, mais je ne pouvais pas encore comprendre. Puis, un souvenir m'est revenu avec une netteté incroyable. Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, un jour, je suis allé la chercher chez elle. Nous avons dit à sa famille que nous irions au cinéma, mais, en réalité, nous sommes allés à l'hôtel et avons passé l'après-midi là-bas. Avant de partir de l'hôtel, elle a pris une douche. Lorsque nous sommes retournés chez elle, sa grande sœur, Marisa, a directement demandé pourquoi elle avait les cheveux mouillés, si, théoriquement, elle avait été au cinéma. Ce fut un moment assez embarrassant. Heureusement, ses parents n'ont pas entendu, et je suis parti rapidement. Nous n'en avons jamais beaucoup reparlé après, mais cette scène est restée gravée dans ma mémoire et maintenant, tout se répétait. Elle revenait du cinéma, les cheveux mouillés, sans avoir pris de douche à la maison. Je lui ai demandé quel film elle avait vu. Elle a hésité une seconde, puis a répondu qu'il s'agissait de la nouvelle version de Blanche-Neige. Je lui ai demandé ce qu'elle en avait pensé. De nouveau, elle a hésité, puis a dit que c'était mauvais, qu'elle s'était beaucoup ennuyée, mais n'a pas voulu entrer dans les détails. Elle a ajouté qu'elle n'avait même pas prêté attention. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir mal, avec une boule au ventre. Ce n'était pas possible. Je ne voulais pas y croire. Camilla ne serait pas capable de me faire ça. Nous avions construit tellement de choses ensemble. J'ai essayé de me convaincre que j'exagérais, que ce n'était qu'une coïncidence. Pendant que je rangeais le dîner que j'avais préparé, je me répétais que j'étais simplement paranoïaque. Quand je suis retourné dans la chambre, elle dormait déjà. Elle semblait tranquille, totalement détendue, comme si rien ne s'était passé. Mais je ne pouvais pas chasser cette scène de mon esprit.
Les cheveux mouillés, la façon dont elle a réagi quand j'ai parlé du film. Les doutes me rongeaient. Je me suis assis au bord du lit, la regardant dormir. Je connaissais le code de son téléphone, mais je ne l'avais jamais utilisé. Je n'avais jamais eu de raison jusqu'à cette nuit-là. Je l'ai déverrouillé, les mains tremblantes. Ce que j'ai vu m'a anéanti. Des messages avec un homme. Ce n'était pas une conversation banale, il y en avait des dizaines. Certaines remontaient à ce même jour, ils avaient convenu de se rencontrer directement dans un hôtel. Et ce n'était pas la première fois. J'ai vu des photos, des emojis, des audios. Ils avaient une liaison. Cela durait depuis des semaines, peut-être des mois. Je ne pouvais pas y croire. Je ne savais pas depuis combien de temps elle me trompait. Peut-être même avant les fiançailles. Comment avait-elle pu me dire « oui », tout en couchant avec un autre? J'ai pensé à dormir sur le canapé et à lui parler le lendemain. Respirer profondément, digérer tout ça. Mais, tandis que je l'observais dormir, j'ai senti ma poitrine brûler, mon sang bouillir. Cette femme, celle qui dormait dans mon lit, était une traîtresse. Une hypocrite. Elle ne méritait aucune compassion. J'ai commencé à prendre des captures d'écran de toute conversation, dates, photos. L'appartement était à mon nom. Ce n'était pas moi qui allais dormir sur le canapé. Je l'ai réveillée d'un coup sec, sans dire un mot. Dès qu'elle a ouvert les yeux, j'ai commencé à ouvrir l'armoire et à enlever ses vêtements. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, encore à moitié endormie. « Tu vas sortir de chez moi maintenant » ai-je dit avec une rage qui m'a même surpris. Je lui ai montré le téléphone avec les captures d'écran, les photos avec son amant, la discussion avec le gars, tout. Elle est immédiatement passée en mode défensif, a commencé à crier, disant que je n'avais pas le droit de fouiller dans son téléphone, que je violais sa vie privée. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à jeter ses vêtements dans des sacs et des sacs à dos, j'ai ouvert la porte de l'appartement et j'ai tout jeté dans le couloir. Elle continuait à crier, disant que je ne pouvais pas faire ça, que j'agissais comme un monstre. Mais, quand elle est sortie pour récupérer ses affaires, j'ai verrouillé la porte devant elle. Elle est restée dehors, frappant, hurlant, me suppliant d'ouvrir, disant que nous devions parler. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à dire. Après quelques minutes, j'entendis des voisins demander le silence. Quelqu'un frappa même contre le mur. Finalement, tout devint calme. J'entendis des pas s'éloigner. Elle était partie. Cette nuit-là, après l'avoir mise dehors, je me suis allongé, encore sous le choc. Le corps tendu, le sang bouillonnant. Malgré mes efforts, je n'arrivais pas à dormir. C'était de la rage, de la frustration, un mélange de douleur et de mépris. Je ne cessais de penser à comment Camilla avait pu faire ça, comment elle avait trahi chaque moment que nous avions vécu, comment elle me regardait dans les yeux chaque jour tout en couchant avec un autre. Apparemment, elle était allée directement chez ses parents, car peu après, mon téléphone a explosé de messages et d'appels. D'abord, ce furent les parents de Camilla. Ils m'insultaient, demandant comment j'osais la mettre à la porte à une heure pareille. Ils disaient que c'était de la violence, que j'allais payer cher, que j'oublie les fiançailles, qu'ils me dénonceraient pour abus psychologiques. Même Marisa, sa sœur aînée, m'a envoyé une avalanche d'insultes. Elle m'a traité de lâche, de malade. Elle a demandé comment j'osais humilier sa sœur de cette façon. Elle a dit que Camilla n'était pas seule, qu'il me ferait payer pour tout ce que j'avais fait. Je n'ai pas répondu par des mots. J'ai simplement envoyé à tous les captures d'écran, les photos des messages, les emojis obscènes, les rendez-vous à l'hôtel et des preuves flagrantes de l'infidélité. Sans commentaire, juste les images. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et j'ai essayé de dormir. Je ne voulais plus rien savoir cette nuit-là. Le lendemain matin, en me préparant pour le travail, j'ai rallumé mon portable. Il était saturé de notifications, d'appels manqués, mais ni les parents de Camilla ni Marisa ne m'ont rappelé. J'imagine qu'en voyant les preuves, ils ont perdu leur élan. Le seul message de Marisa fut bref, astérisque, comment est-ce arrivé? Astérisque comme si elle-même n'y croyait pas. La plupart des appels manqués venaient de Camilla. Elle m'avait inondé de messages et de vocaux, mais ce n'étaient pas des excuses. Elle ne montrait aucun remords,
ne demandez pas pardon. Elle était furieuse. Dans ses vocaux, elle hurlait, demandant comment j'osais exposer sa vie privée à sa famille. Elle disait que c'était une trahison, que j'étais un lâche, que c'était un problème de couple et que j'avais franchi une ligne impardonnable en impliquant les autres. Je n'ai rien répondu, je l'ai juste bloqué. Cela n'avait plus de sens de lui laisser de la place dans ma vie. Cette même après-midi, j'ai envoyé un message au père de Camilla, lui demandant de venir chercher le reste de ses affaires. En attendant, j'ai rassemblé tout ce qui lui appartenait encore, vêtements, accessoires, livres, tasses, souvenirs, cadeaux. Je voulais purifier mon appartement de toute trace d'elle. Peu importait si elle voulait ces choses ou non. Si elles ne représentaient vraiment rien pour elle, c'était à elle de les jeter, comme elle l'avait fait avec notre relation. Quand son père est arrivé, il n'a pas dit un mot, ne m'a pas regardé dans les yeux, n'a rien demandé. Il a pris les sacs, tout emporté, et est parti. J'ai fermé la porte et me suis assis sur le canapé, ressentant, pour la première fois, un peu de paix. Au moins, le chaos était terminé. Les jours suivants furent calmes. Heureusement, nous n'avions rien payé pour la cérémonie, donc je n'ai perdu que du temps et de la dignité. J'ai prévenu ma famille, et plusieurs amis m'ont envoyé des messages de soutien. Certains m'ont invité à sortir, d'autres ont juste offert des mots de réconfort. Je les ai remerciés. Je pensais que le pire était passé, mais soudain, tout a changé. Certaines amies de Camilla, qui m'avaient d'abord soutenu, se sont mises à m'attaquer. Elles disaient que j'étais un abuseur, que je méritais tout ça, que j'osais divulguer des informations privées. Elles m'insultaient sans cesse, lâche, immature, pathétique. Je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'un de mes meilleurs amis me contacte. Il m'a raconté qu'il avait assisté à une réunion où Camilla avait partagé sa version de l'histoire. Selon elle, la tromperie n'avait été qu'un acte de désespoir. Elle disait se sentir piégée dans une relation toxique, que j'étais contrôlant, que je la surveillais, l'intimidais, et pire que je l'avais frappée une fois. Depuis, elle vivait dans la peur. Elle aurait rencontré quelqu'un qui la faisait se sentir vivante, valorisée, libre. Elle n'avait pas eu le courage de rompre avant par crainte de ma réaction. Quand mon ami m'a raconté ça, j'ai ri. C'était tellement absurde. Je lui ai dit que tout était faux, et il m'a cru. Il m'a expliqué que la plupart des gens savaient que c'était des mensonges, qu'ils connaissaient Camilla, qu'ils ne l'avaient jamais vue effrayée ou insécure, elle faisait toujours ce qu'elle voulait, sans rendre de compte. Mais malgré tout, certains y croyaient. Ça m'a mis en rage. Non seulement elle m'avait trahi, mais en plus elle salissait ma réputation. Se poser en victime, en pauvre fille prisonnière d'un monstre. C'était bas, misérable. Mais ce qui m'a vraiment fait perdre mon sang-froid, c'est le message de Marisa. On ne se parlait presque jamais. Lors des réunions familiales, elle était toujours distante, mais ce jour-là, elle m'a envoyé un vocal chargé de haine. Elle m'a traité de salaud, d'ignoble, de misogyne. Elle a dit qu'elle allait me dénoncer, que je ne resterais pas impuni, que je regretterais d'avoir levé un doigt sur sa sœur. Elle m'a traité de lâche et d'abusif. Là, j'ai perdu le contrôle. Pourquoi Camilla pouvait-elle inventer n'importe quoi sur moi? Mais monter sa sœur contre moi, en sachant ce que je savais? Ça, je ne pouvais pas le pardonner. Parce que je connaissais son secret. Camilla me l'avait confié il y a quelques années, une nuit où nous étions sortis boire. Nous étions dans un parc, elle était ivre, assise sur un banc, et s'était mise à pleurer sans s'arrêter. Elle m'a dit qu'une chose la rongeait depuis longtemps, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé révéler. Quand Camilla avait 17 ans, Marisa préparait une bourse d'études à l'étranger, en Allemagne. C'était son grand rêve, une chance de changer de vie. Toute la famille tournait autour de ça. Ses parents la soutenaient, lui donnaient des ressources, tout tournait autour de Marisa. Camilla m'a dit qu'elle comprenait, que sa sœur le méritait, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher de se sentir déplacée, invisible. Comme si rien de ce qu'elle faisait n'avait d'importance. Durant les dernières semaines avant les résultats, tout à la maison tournait autour de ce fameux email de bourse. Tous les jours, la même rengaine, l'email est arrivé? Comment ce sera de vivre en Allemagne? Qu'est-ce que tu feras là-bas? Tu y es presque. Et Camilla, même si elle ne le disait pas, détestait ça.
Elle se sentait insignifiante, invisible. Comme si sa sœur était l'étoile, et elle, juste une ombre. Un jour, en utilisant l'ordinateur familial, elle entra dans la boîte mail de Marisa. Et là, elle le vit, le mail de confirmation. Marisa était admise à l'étape suivante. Il ne restait qu'à confirmer sous quelques jours. Elle avait réussi. Camilla me raconta qu'elle était restée paralysée devant l'écran. Quelque chose en elle se brisa. Dans un élan qu'elle ne comprenait pas elle-même, elle supprima le mail et vida aussi la corbeille. Sans rien dire à personne. Les jours passèrent. Personne ne comprenait pourquoi l'email n'arrivait pas. Camilla commença à se sentir coupable, mais aussi astérisque pleine de ressentiment. Personne ne la regardait, ne lui demandait comment elle allait. Seul ce fichu mail comptait. Puis le délai expira, et Marisa s'effondra. Elle sombra dans une dépression profonde, se convainquit qu'elle ne valait rien, qu'elle était un échec. Elle ne tenta plus jamais aucune bourse. Quand elle postula à l'université locale, ses résultats furent si mauvais qu'elle ne fut prise nulle part. Peu après, elle devint caissière dans un supermarché. Elle abandonna tout. Camilla me confia qu'elle n'eut jamais le courage d'avouer la vérité. Que chaque fois qu'elle voyait sa sœur au supermarché, avec ce regard vide, elle sentait lui avoir volé sa vie. Et maintenant, cette même Camilla, qui portait cette culpabilité, avait l'audace de manipuler sa sœur, de me peindre en monstre, alors que la vraie trahison venait d'elle. Ce fut ma limite. Le vrai visage de Camilla était exposé, infidèle, envieuse, menteuse. Je n'en avais plus rien à faire. Je ne resterai pas silencieux. Je ne la laisserai pas continuer à faire de moi le méchant de son histoire. Alors je répondis à Marisa. Astérisque pas avec rage, pas avec des insultes. Juste la vérité. Je lui racontai tout ce que Camilla m'avait confessé. Comment, par pure jalousie, elle avait volé à sa sœur la plus grande opportunité de sa vie. Comment c'était elle qui avait supprimé le mail de la bourse. Comment elle était restée silencieuse tandis que Marisa s'étiolait dans une vie qu'elle ne méritait pas. Je lui dis que Camilla était une menteuse compulsive, qu'elle n'assumait jamais ses erreurs, et qu'elle essayait maintenant de rejeter la faute sur moi pour se blanchir. Ne la défends pas. Une femme comme elle n'en vaut pas la peine. Marisa ne me répondit pas, mais l'audio était marqué comme lu. Elle avait écouté. Puis, le silence. La chute. Je ne sus ce qui s'était passé chez les parents de Camilla que bien plus tard, lorsqu'une de ses amies, présente ce jour-là, me le raconta par hasard. Elle me décrivit la scène. Marisa était arrivée comme une furie, sans un mot. Elle avait attrapé Camilla par les cheveux, l'avait jetée au sol. Je n'avais jamais vu une rage pareille, me dit l'amie. Elle semblait exploser de haine accumulée depuis des années. Les parents avaient tenté de les séparer, tandis que Camilla, terrifiée, hurlait. « T'es folle ? Qu'est-ce qui t'arrive, espèce de taré ?» C'est alors que Marisa lâcha tout. « Je sais que c'est toi qui as supprimé mon mail. C'est à cause de toi que je n'ai jamais quitté ce pays. À cause de toi que je suis coincé dans ce putain de supermarché. » L'ami me raconta que les parents étaient sous le choc, demandant à Camilla, « C'est VRAI ?» Camilla ne répondit pas. Elle tremblait, pleurait. Alors Marisa se libéra de son père et frappera Camilla au visage. Un coup sec, avec toute sa force. L'ami s'enfuit, paniqué. La dernière rencontre. Quelques jours plus tard, je croisai Camilla dans la rue. Elle marchait seule, la tête basse. Une longue égratignure fraîche barrait sa joue droite. Mais ce qui me frappa le plus, c'était son attitude. Ce n'était plus la même femme. Plus de regard hautain, plus de sourire manipulateur. Juste de la peur. Quand elle me vit, elle se figea. Nos yeux se croisèrent quelques secondes. Je ne dis rien. Elle non plus. Puis elle baissa les yeux, fit demi-tour, et partit en courant, comme si elle avait vu un fantôme. Épilogue. J'appris plus tard que Camilla avait quitté la maison familiale. Que Marisa avait juré, si je la revois, je l'enverrai rencontrer son créateur. Je lui prendrai son avenir, comme elle a pris le mien. Depuis, plus personne ne parle de Camilla.
personne ne me demande de ses nouvelles. Ils ont enfin compris qui elle était vraiment. Et moi? Non, je ne regrette pas d'avoir révélé son secret. Oui, elle me l'avait confié dans un moment de faiblesse. Mais elle m'a trahi. Elle m'a humilié. Elle a sali ma réputation. Et pire, elle a utilisé sa sœur pour cacher sa propre bassesse. Tout ce que j'ai fait, c'est montrer la vérité. Et la vérité a remis les choses à leur place. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de connaître votre avis. Et si vous avez aimé cette histoire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Oh, et bien sûr, 2 autres histoires pleines de rebondissements vous attendent ici à l'écran. À très vite pour la prochaine.